Ils ont dit que c'était impossible. Transformer des pneus usés en pont capables de porter des camions et des rêves. 3 mois plus tard, au cœur du Sahel, un ruban noir de caoutchouc assemblé par des mains locales reliait des rives où l'on ne passait jadis qu'à la nage. Mais que signifie, pour l'Afrique d'aujourd'hui, qu'Ibrahim Traoré voit de l'or là où d'autres ne voyaient que des déchets et qu'il ose en faire une méthode plutôt qu'un symbole ? Sous la poussière rouge de Ouagadougou, un futur moins dépendant des bailleurs a pris forme, mesurable en kilomètres franchis, en marchés retrouvés, en voies qui rient. Ce qui commence par un simple pont n'est pas une histoire d'ingénierie, c'est un pari sur la dignité. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement recyclé des pneus, il a recyclé sa propre image, longtemps réduite à celle d'un pays assisté. Chaque mètre de caoutchouc fondu racontait un choix. Construire avec ce que l'on possède plutôt qu'attendre ce que l'on promet. Le risque était immense. Échouer et devenir la caricature d'une utopie. Réussir et exposer au monde qu'une nation pauvre pouvait créer sans tutelle. C'est ici que réside la tension. Peut-on redéfinir la modernité africaine sans emprunter les outils du Nord ? La promesse, implicite mais brûlante, est celle d'un modèle écologique, souverain, contagieux, capable d'inspirer un continent entier. Derrière la chaleur du métal et la sueur des ouvriers, une question persiste. Si le pont tient, que reste-t-il des frontières qui enfermaient l'Afrique ? Qui enfermait l'Afrique ? Et c'est cette interrogation, suspendue comme un défi, qui retient ceux qui regardent jusqu'à la fin. La révélation n'a pas surgi d'un communiqué officiel, mais d'un chantier improvisé, sans ruban ni caméra. En 90 jours, des équipes d'ingénieurs burkinabés, d'étudiants et de soldats ont assemblé le premier pont écologique du Sahel. Un ouvrage intégralement bâti à partir de pneus fondus et reconfigurés. Les chiffres sont têtus. 2000 pneus collectés, 4 tonnes de métal réutilisé, 35 jours d'essai. Ce que les observateurs étrangers qualifiaient d'expérience marginale est devenu la preuve d'un changement d'échelle. Sous la chaleur de Ouagadougou, Ibrahim Traoré, à peine 35 ans, observait la progression depuis le palais présidentiel. Il ne voyait pas seulement une infrastructure, mais un prototype de souveraineté. Si un pont pouvait être fait de rebut, alors un pays pouvait se reconstruire de ses ruines. Les analystes africains parlaient d'une révolution silencieuse. Les médias occidentaux, eux, hésitaient entre fascination et ironie, oscillant entre le symbole et la moquerie. Mais sur le terrain, les paysans traversaient, les enfants jouaient, et la poussière du Sahel ne résonnait plus de coups de feu, mais de rire. Cette transformation, née dans un atelier de fortune, annonçait une nouvelle grammaire du progrès. Locale, circulaire, mesurable. En 3 mois, le Burkina Faso passait d'un récit de crise à un récit de création. Et dans ce basculement discret, Ibrahim Traoré devenait le visage d'une Afrique qui ne demande plus qu'on l'aide, mais qu'on la regarde agir. Le mini-reveal, ici, ne se cache pas dans une donnée. Il éclate dans le contraste entre l'improbable matériau et la solidité du résultat. Là où l'on attendait un symbole, surgissait un modèle. Parmi les premiers à traverser le pont, il y avait Issaka, un agriculteur du village de Tambal. Pendant des années, la rivière séparait sa ferme du marché voisin. Chaque saison des pluies, elle emportait bétail et récolte. Le jour où il posa le pied sur la passerelle de caoutchouc, il déclara simplement « Avant, la rivière nous coupait. Maintenant, elle nous relie. » Autour de lui, des enfants riaient, des femmes transportaient des paniers de fruits et les jeunes prenaient des pototentements de des photos sous la lumière brûlante du Sahel. Cette scène, d'une simplicité désarmante, résumait tout le pari d'Ibrahim Traoré. Bâtir non pas pour impressionner, mais pour relier. Les ingénieurs militaires, devenus maîtres d'œuvres civiles, formaient des apprentis. Les universités, autrefois centrées sur la théorie, envoyaient désormais des étudiants sur le terrain. Chaque pont, chaque planche vissée, devenait une salle de classe à ciel ouvert. Les premiers résultats dépassèrent la symbolique. Dans les 3 mois suivant l'inauguration, le trafic commercial entre les deux rives augmenta de 47% et les coûts de transport locaux chutèrent de moitié. Mais plus encore que les chiffres, c'est le sentiment d'appartenance qui changea. Les habitants disaient « notre pont, non celui du gouvernement ». Dans la logique de Traoré, l'économie devait redevenir une affaire de dignité. Produire, réparer, comprendre.
Et c'est ainsi que le projet, conçu comme une expérience logistique, devint un levier de cohésion, une renaissance au ras du sol. Sous les pas des villageois, la reconstruction prenait un visage humain, celui d'une nation qui se relevait pas à pas. Tout a commencé sans cérémonie ni discours officiel. À l'aube, dans la chaleur étouffante du Sahel, des camions militaires chargés de pneus usés ont quitté les dépôts de Ouagadougou. Les ordres venaient directement du palais présidentiel, rassembler tout ce que le monde n'utilise plus. L'instruction, signée d'Ibrahim Traoré, paraissait absurde à certains ministres. Pourquoi un État choisirait-il les déchets, là où d'autres importent du ciment ? Mais Traoré ne cherchait pas le confort de la logique, il visait la preuve par l'acte. Les jours suivants, des soudeurs, des étudiants et des ingénieurs se mirent à fondre et presser le caoutchouc, à tester sa résistance sous le soleil. Le bruit des marteaux remplaçait celui des armes, les rues poussiéreuses vibraient une énergie nouvelle, une improvisation méthodique. 3 mois plus tard, un arc noir traversait la rivière Tfal. Le premier pont écologique d'Afrique de l'Ouest tenait debout. Assez solide pour un camion, assez léger pour être monté à la main, les caméras de télévision arrivèrent trop tard, le peuple avait déjà traversé. Le succès fut immédiat et dérangeant. À Paris, les analystes parlaient d'un populisme vert. À Washington, des notes internes du département d'État s'interrogeaient sur la contagion du modèle burkinabé. À Pékin, des délégations d'entreprises demandèrent à collaborer. Et à Moscou, la presse célébrait le jeune président comme un symbole d'indépendance africaine. Mais au Burkina Faso, la réaction fut plus simple. Des enfants dansaient sur le pont, des commerçants y installaient des étals, et les anciens observaient en silence. Le contraste devenait saisissant. Pendant que les médias étrangers débattaient de géopolitique, les villages découvraient l'économie de la proximité. Là où régnait l'attente, s'installait la construction. Les ponts se multipliaient, les matériaux changeaient, l'idée restait bâtir avec les ressources locales. Ibrahim Traoré, pragmatique et inflexible, refusa d'en faire un produit d'image. Ce n'est pas une question de pneus, disait-il, mais de mentalité. Chaque nouvel ouvrage n'était pas une vitrine, mais une déclaration d'autonomie. Bientôt, le mouvement franchit les frontières. Au Ghana, des universités lancèrent des concours d'ingénierie circulaire. Au Niger, des militaires formèrent des coopératives techniques. Et dans les rues de Ouagadougou, les slogans apparaissaient sur les murs. « Nos mains, notre avenir ». Le rythme du pays avait changé. Ce n'était plus celui de la dépendance, mais de la cadence ouvrière. Les Burkinabés construisaient à leur présent. Et le monde commençait, lentement, à les regarder autrement. 3 mois après l'ouverture du premier pont, les données commencèrent à parler. Les flux commerciaux, entre les deux rives de la Tfal, avaient augmenté de 47%, selon les relevés des douanes locales. Cela signifiait concrètement que les paysans écoulaient leurs récoltes sans attendre les convois saisonniers. Le temps moyen de transport d'un chargement de céréales fut réduit de 52 minutes sur un trajet de 9 km. Cette baisse traduisait une fluidité retrouvée dans la circulation quotidienne. Les économistes du ministère du Développement constatèrent une hausse de 28% des revenus dans les marchés ruraux voisins. Chaque point de pourcentage correspondait à des centaines de familles sorties de la dépendance logistique. Dans les provinces du centre et du Sahel, les coûts de maintenance routière diminuèrent de près de 40%. Cette économie budgétaire permit de financer 3 nouveaux chantiers sans emprunt extérieur. Les ingénieurs militaires devinrent instructeurs, et les universités locales intégrèrent le modèle dans leur curricula. Les images satellites publiées par la CEDEAO confirmèrent la tendance. De nouveaux axes secondaires reliaient des zones autrefois enclavées. Une croissance organique, sans plan de bailleur, dessinait le visage d'une micro-industrialisation. Ibrahim Traoré, interrogé par une chaîne panafricaine, résuma ainsi « Chaque donnée que vous lisez est un visage qui traverse, chaque chiffre, une main qui travaille. » À Washington, une note confidentielle du Bureau Afrique soulignait « Si le Burkina Faso peut industrialiser grâce à ses rebuts, alors tout le Sahel peut réécrire ses rapports économiques. » Les conclusions étaient prudentes mais révélatrices. Les indicateurs n'étaient plus des anomalies, mais des tendances. En moins d'1 an, 8 ponts supplémentaires furent bâtis, soit 25% de plus que les prévisions initiales. Le taux de fréquentation quotidienne atteignit plus de 10 000 personnes,
preuve d'une appropriation populaire durable. Ces chiffres, loin d'être abstraits, traduisaient un basculement de paradigme. Le développement cessait d'être une importation pour devenir une capacité. Dans les villages, les femmes utilisaient désormais le pont pour vendre directement leurs produits dans les centres urbains. Le taux de scolarisation primaire grimpait de 18 points en raison de l'accès sécurisé aux écoles de l'autre rive. Pour la première fois, les statistiques burkinabées témoignaient d'une croissance issue de l'intérieur même du territoire. Ibrahim Traoré avait misé sur un principe simple, mesurer la dignité comme on mesure la production. Chaque pont, chaque tunnel, chaque atelier de recyclage était à la fois une infrastructure et un indicateur. Les graphiques se superposaient au visage, la statistique devenait une forme de témoignage, le Burkina Faso n'avançait plus dans les rapports des institutions, il marchait sur ses propres ponts. Les critiques ne tardèrent pas. Dans les chancelleries occidentales, certains diplomates qualifièrent le programme de populisme industriel. Ils affirmaient que les ponts en pneus manquaient de durabilité, qu'ils seraient rapidement rongés par la chaleur et l'humidité. Pour eux, le geste d'Ibrahim Traoré relevait davantage du symbole que de la stratégie. Un dirigeant jeune, charismatique, mais trop idéaliste pour transformer une idée en système. Leur argument principal reposait sur la comparaison. Les infrastructures modernes exigent acier, ciment et crédits internationaux. Le caoutchouc recyclé, disait-il, ne peut rivaliser avec la norme mondiale. Cette position, cohérente sur le papier, s'appuyait sur un siècle de dépendance technique, mais elle négligeait une donnée cruciale, le contexte. Car au Burkina Faso, la rareté n'est pas une anomalie, c'est une donnée de départ. Les défenseurs du modèle répondaient autrement. Ils rappelaient que chaque pont construit localement coûtait 65% de moins qu'un ouvrage importé, qu'il générait 2 fois plus d'emplois directs et qu'il s'autofinançait par la réutilisation des matériaux. Leur raisonnement n'était pas idéologique mais fonctionnel. La résilience vaut mieux que la conformité. Là où les anciens schémas imposaient des dettes, le recyclage imposait des solutions. Et les résultats empiriques, chiffrés, visibles, transmissibles, leur donnaient raison. Ibrahim Traoré lui-même n'esquivait pas la contradiction. Lors d'une conférence à Ouagadougou, il déclara « Qu'ils aient raison ou tort n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous n'attendons plus leur validation. » Cette phrase, reprise dans les médias africains, devint une devise officieuse. Construire, même sous le doute. Ainsi, la critique extérieure et la conviction intérieure coexistent. L'une questionne la solidité des ponts, l'autre affirme la solidité d'un peuple. Et dans cette tension lucide se forge la véritable portée du projet. Il ne cherche pas à prouver, il cherche à durer. Ce n'était pas un pont, c'était un miroir. Le moment où les caméras étrangères commencèrent à diffuser les images du chantier, quelque chose changea. Le récit n'appartenait plus seulement au Burkina Faso. On y voyait des soldats couverts de poussière, des étudiants maniant les outils, des femmes plaçant les premières planches, un peuple entier en train de bâtir, non d'attendre, et au centre, calme, impassible, Ibrahim Traoré, refusant les discours triomphalistes. Pour lui, le projet avait cessé d'être une opération d'ingénierie, il devenait une leçon politique. Si un pays pouvait transformer ses rebuts en infrastructures, alors il pouvait aussi transformer son rapport au monde. Cette idée, d'abord perçue comme marginale, se répandit à la vitesse d'un symbole. Étudiants au Ghana, ouvriers au Niger, entrepreneurs au Kenya. Tous y voyaient la même démonstration. La souveraineté n'est pas une théorie, c'est un processus mesurable. Le pont, désormais surnommé l'Arc de la Dignité, traversait plus qu'une rivière. Il reliait le passé des dépendances à la possibilité d'un futur choisi. Dans les campagnes, les premiers effets furent visibles dès la saison suivante. Les agriculteurs, dit-il en souriant, traversaient désormais les rivières sans attendre la décrue. Le transport des récoltes, autrefois interrompu pendant des semaines, devint quotidien. Les coopératives locales signalèrent une hausse moyenne de 35% des ventes sur les marchés de la région centre-nord. L'irrigation, facilitée par les passages permanents, permit une diversification des cultures vivrières, mil, sorgho, légumes secs. Pour la première fois depuis 10 ans, le Burkina Faso enregistrait une production excédentaire dans 3 provinces rurales. Les entreprises nationales, notaient les entrepreneurs locaux, longtemps dépendants de la sous-traitance étrangère,
trouvèrent un terrain d'expérimentation inédit. Les ateliers de recyclage de pneus, d'abord temporaires, furent intégrés dans une chaîne industrielle locale. 5 usines burkinabées adaptèrent leurs machines pour produire des dalles modulaires de pont. Le ministère du Commerce observa une réduction de 22% des importations de ciment et d'acier en un an. Cette substitution partielle généra des marges inédites et relança des centaines de micro-entreprises de soudure et de transport. L'économie circulaire cessait d'être un concept, elle devenait une filière. Dans la société civile, racontaient les habitants, la transformation prit une forme plus intime. Les jeunes, autrefois attirés par l'exil ou le désenchantement, rejoignaient les chantiers comme bénévoles. Les écoles techniques virent leurs inscriptions augmenter de 40%. Dans les villages, les ponts devinrent des lieux de marché, de musique, de cérémonie, des points de rencontre symboliques autant que physiques. Nous ne sommes plus spectateurs de notre destin, déclara une institutrice de Tambal. Le sentiment d'un nous collectif prit racine. La reconstruction sociale suivait la reconstruction matérielle. Enfin, sur le plan régional, observèrent les voisins africains, les ondes de choc atteignirent les capitales voisines. Au Niger et au Mali, des gouvernements intéressés demandèrent à Ibrahim Traoré le partage des schémas techniques. À Addis Abeba, l'Union africaine inscrivit le modèle Burkina à l'ordre du jour de sa session sur la souveraineté économique. Les puissances étrangères observaient, hésitantes, soutenir, c'était reconnaître un précédent, ignorer, c'était perdre l'influence morale. Pendant ce temps, la presse panafricaine décrivait une contagion de dignité, une dynamique dont les frontières ne pouvaient plus contenir la portée. À chaque pont, un effet. À chaque effet, une preuve. Le progrès pouvait naître d'un geste populaire. Et Ibrahim Traoré, sans triomphe inutile, laissait les résultats parler. Les 6 à 12 mois qui suivirent la mise en service du pont des nations dessinèrent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso et, au-delà, pour l'Afrique de l'Ouest. Scénario base, la stabilisation interne se poursuit. Les infrastructures locales se multiplient sans heurts. 17 nouveaux ponts, 2 usines de transformation, une école d'ingénierie environnementale inaugurée. Les indicateurs économiques demeurent solides, croissance estimée à 4,8%, inflation contenue sous 6%. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide son autorité civile. Les institutions s'adaptent, l'armée devient un instrument de développement. Le pays conserve sa trajectoire d'indépendance mesurée, sans rupture avec les partenaires extérieurs. Scénario optimistique. L'effet d'entraînement gagne le Sahel. Le Mali et le Niger intègrent officiellement le réseau EcoBridge. Un fonds commun est créé, financé par des contributions régionales. La Banque africaine de développement, après audit, reconnaît le modèle burkinabé comme référence de durabilité. Une première. Le PIB régional croît de plus 2,1 points, le commerce intra-régional bondit de 15%. Dans ce scénario, Traoré devient le visage d'une doctrine, la souveraineté par la production locale. Le Burkina Faso n'est plus étudié comme une exception, mais comme une méthode reproductible. Scénario worst, les pressions extérieures s'intensifient. Les bailleurs suspendent les aides, les sanctions économiques reviennent sous d'autres formes, la spéculation fragilise la monnaie. Les pénuries de pièces recyclables ralentissent les chantiers. Certains ponts se dégradent. Les médias étrangers parlent d'illusion d'autarcie. Mais Ibrahim Traoré, fidèle à son cap, refuse la capitulation morale. Nous avons choisi la voie difficile parce qu'elle est à nous. Même dans l'adversité, le symbole demeure intact. Entre ces 3 chemins, une constante. La dépendance ne reviendra pas facilement. Le peuple a vu ce qu'il pouvait bâtir. La question n'est plus si le modèle tiendra, mais jusqu'où il s'étendra. Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il parle à quiconque a déjà cru qu'il fallait attendre la permission de changer. Les visages que l'on voit sur les images du pont ne sont pas ceux de héros, mais de citoyens ordinaires qui ont refusé l'impuissance. Ils rappellent que le courage collectif commence souvent par un simple geste, reprendre en main ce qui nous semblait perdu. Ibrahim Traoré, sans emphase, a montré qu'un dirigeant peut rallumer une étincelle que les discours avaient éteinte. Son message dépasse les frontières politiques. On peut bâtir une dignité économique à partir des débris du monde moderne. Et cette idée touche parce qu'elle renverse la hiérarchie habituelle entre les donateurs et les assistés. Elle dit « Le progrès ne se transfère pas, il se fabrique ».
Pour le spectateur, l'enjeu est intérieur. Chaque image du pont devient une métaphore, celle de la responsabilité partagée, du refus du cynisme. On peut vivre à des milliers de kilomètres du Sahel et comprendre le même vertige. Que se passerait-il si, demain, nous aussi, nous construisions avec nos propres mains? Les voix qui traversent la Tfal résonnent comme une invitation, pas comme une leçon. Car derrière les chiffres et les slogans, ce projet rappelle une vérité simple. La liberté ne se reçoit pas, elle se pratique. Et c'est là que le spectateur, qu'il soit africain, européen ou américain, se sent impliqué. Chacun porte un pont invisible à reconstruire. Lorsque les applaudissements se sont tus, Ibrahim Traoré a transformé la ferveur en méthode. Le plan s'articule en 5 étapes, simples mais mesurables. 1. Former avant de construire. Chaque chantier s'ouvre désormais par 10 jours de formation technique gratuite. Soudure, assemblage, calcul de charge. L'objectif, créer des bâtisseurs plutôt que des ouvriers temporaires. 2. Recycler localement. Les déchets de caoutchouc sont collectés dans un rayon de 50 km autour du site. Cette contrainte réduit les coûts de transport de 35% et renforce la responsabilisation communautaire. 3. Standardiser le modèle. Un manuel technique, rédigé en français et en mouré, détaille les procédés de fusion, les tests de charge et les normes de sécurité. Il permet aux provinces de reproduire les ponts sans dépendre de la capitale. 4. Évaluer en continu. Chaque structure est inspectée tous les 6 mois par des comités mixtes. Ingénieurs, maires, enseignants. Les indicateurs portent autant sur la résistance mécanique que sur les effets économiques. La donnée devient un bien public. 5. Étendre au-delà du Burkina. D'ici un an, 3 pays pilotes, Niger, Mali, Tchad, adopteront la même architecture. Les premiers accords sont signés sous le nom de Pacte du Pain Sahel. Dans ce plan, rien n'est théorique. Chaque étape s'ancre dans un calendrier, chaque chiffre correspond à un visage. C'est la continuité logique d'un projet né d'une nécessité. Prouver que la souveraineté peut être planifiée comme une infrastructure. Et Ibrahim Traoré, une fois encore, y ajoute une clause morale. Si nos mains savent bâtir, nos cœurs doivent savoir maintenir. Un soir, Issaka, l'agriculteur de Tambal, revint sur le pont avec sa fille. La même passerelle de caoutchouc qui, des mois plus tôt, avait changé sa vie. Sous la lumière tremblante des lampes solaires, ils s'arrêtèrent au milieu du tablier. Le vent portait des rires, des bruits de marteaux au loin. D'autres villages bâtissaient à leur tour. Ibrahim Traoré, ce soir-là, observait la scène sans s'annoncer. Il ne cherchait ni hommage ni image. Son regard suivait le reflet du pont dans l'eau sombre, une ligne droite, fragile, mais continue. Il savait que ce qu'il avait déclenché dépassait les structures et les statistiques. Chaque pas sur le pont était une défaite arrachée au fatalisme. Dans le silence du Sahel, un pays entier semblait respirer autrement. Les mots du président revenaient à l'esprit de ceux qui l'avaient douté. « Nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons la dignité ». Cette phrase, simple et nue, résonnait désormais comme une prière civique. Et quand le jour se leva sur la rivière Tfal, le pont brillait d'une clarté neuve, celle d'un peuple qui avait appris à se tenir debout. Si cette histoire résonne, c'est peut-être parce qu'elle ne parle pas seulement d'un pays. Elle parle de ce que nous faisons tous avec ce que le monde jette. Chaque pneu fondu, chaque pont élevé, chaque rire d'enfant sur la Teval raconte une même conviction. Rien n'est définitivement perdu. Ibrahim Traoré l'a rappelé dans son dernier discours. Nous n'avons jamais demandé la permission d'être libres, nous l'avons construite. Ces mots, simples et tenaces, dépassent la politique. Ils invitent chacun à se demander « Que pourrions-nous bâtir, nous aussi, à partir de nos propres ruines ?» Le Burkina Faso a montré qu'une idée, lorsqu'elle s'enracine dans la foi et la main, peut redéfinir la notion même de puissance. Le reste du monde regarde, mais les véritables spectateurs sont ceux qui choisissent de croire encore à la possibilité de se relever. Partagez cette histoire si elle vous inspire. Et souvenez-vous, le courage n'est pas une ressource rare, seulement un réflexe à réapprendre.